C'est depuis la matinée de ce mercredi que les Louchoises et Louchois se sont massivement mobilisés pour accueillir chaleureusement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui effectue une visite au travail à Lubumbashi. À l'aéroport international de la Luano, le chef de l'État a été accueilli par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, à sa descente d'avion et il a traversé la haie d'honneur. Le Premier ministre Sama Lukonde et une délégation des membres du gouvernement, d'autres officiels, en l'occurrence le gouverneur de 9 provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, ont aussi salué le chef de l'État à l'aéroport. Sur place à Lubumbashi, le président de la République va avoir des échanges avec des notables et leaders du Grand Katanga en vue d'appréhender les enjeux de développement de cet espace. Dans la capitale cuprifère, le président de la République visitera aussi quelques ouvrages réalisés dans différentes localités du Grand Katanga pour une évaluation des progrès socio-économiques réalisés depuis 3 ans. Le développement du Grand Katanga est aussi tributaire du meilleur climat de paix, d'entente et de cohésion entre les différentes communautés vivant dans cette contrée du pays. C'est dans cette optique que le Premier ministre Sama Lukonde a procédé le vendredi 22 avril à Lubumbashi au lancement des travaux de la conférence interprovinciale entre le Grand Katanga et le Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique de leurs communautés. Les assises de cette table ronde visent le rapprochement de deux communautés, katangaises et kassaïennes, appelées depuis des lustres à vivre ensemble dans la paix, l'unité et la cohésion qui caractérisent le peuple congolais. Les forces vives de Lubumbashi ont, en dépit de leur tardive, communié avec le chef de l'État dès l'aéroport jusqu'à sa résidence officielle. Communautés du Grand Katanga et du Grand Kasaï étaient réunies tour à tour autour du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga ont présenté au chef de l'État leurs doléances relatives au comportement de quelques-uns de membres de la communauté du Kasaï qui se caractérisent par les refus d'intégration et le non-respect des us et coutumes locaux, indique le président des autorités traditionnelles du Grand Katanga, le chef Sakundundu, au sortir de cette entrevue. Et quand il y a des problèmes dans toutes les sociétés humaines, le problème ne manque jamais. Dans toutes les maisons, le problème ne manque jamais. Mais quand il y a des problèmes, il faut se mettre autour d'une table pour régler à l'amiable. Nous vivons avec beaucoup de communautés ici, dans cette province. Alors c'est comme ça que nous avons l'autorité suprême à penser à nous associer à cette table ronde pour que nous puissions aussi apporter quelque chose, que nous puissions aussi donner nos conseils à nos enfants, parce que le brebis galaise ne manque pas dans toute la maison. Nous n'allons pas dire que c'est le problème de tous les Kassaïens. Non. Il y a certains compatriotes qui se comportent très bien, mais il y a d'autres qui refusent de s'intégrer. Et ce que nous nous demandons en tant qu'autorité traditionnelle, c'est l'intégration et le respect des us et coutumes. Les deux communautés kassaïennes et katangaises ont toujours vécu en parfaite harmonie depuis des décennies au Katanga, souligne le grand chef Lemba Lemba. Il stigmatise quelques égarements et salue la sagesse du président de la République pour son implication dans la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Nous sommes venus le voir pour lui dire qu'il puisse trouver une solution en tant que le papa de tout le monde. Qu'il soit Wewa, qu'il soit les chariomen, qu'il soit les sureurs, tous ce sont ses enfants. Alors qu'on ait aussi le temps de se regarder dans les yeux pour pouvoir identifier les problèmes qui nous divisent. Cette histoire a commencé depuis 1960, mais c'était déjà fini.
Parce qu'en 1984, quand nous sommes arrivés ici pour les études, nous avons trouvé à la GECAMINE Exploitation, il y avait comme PDG Moulendambo qui était Songe. À la GECAMINE Développement, il y avait Mutamba Dibois qui était Songe aussi. Mais jamais nous avons vu un Katangé soulever son petit doigt pour dire que Moulendambo n'était pas son frère, Mutamba Dibois également. On vivait ici en famille. Mais aujourd'hui, cette histoire qu'on vient encore de renouveler, ça nous fait honte. Nous sommes venus voir les chefs pour qu'ils puissent trouver une solution en tant que le papa de tout le monde, un père de la nation. Un homme d'État et surtout un bon parent, il a dit qu'il va s'en occuper, il va s'intéresser et il va faire tout, par tous les moyens, utiliser tous les voies de droit pour que chacun de nous puisse savoir que personne, nul n'est au-dessus de la loi. Présidé à Lubumbashi par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la réunion du Conseil provincial de sécurité a connu la participation du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et du gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kabula Katwe. La paix et la sécurité de tous les habitants de toutes les communautés vivant dans le Haut-Katanga et la recommandation du président de la République au Conseil provincial de sécurité. C'est principalement au vu de tout ce que nous apprenons qui a fait que le Premier ministre ait conduit une délégation gouvernementale depuis le jeudi passé, et c'est par rapport à des tensions alimentées dans cette ville. Le président de la République est venu non seulement s'entretenir avec toutes les autorités politico-administratives, mais également toute la communauté des renseignements, c'est-à-dire l'armée, la police, l'ANER, la DGM, tous ces services-là qui doivent contribuer à leur manière à sécuriser tout le monde, à faire respecter la paix, les droits reconnus à tout citoyen congolais. Voilà pourquoi le chef de l'État est venu et a pu faire cette réunion ici qui s'est bien déroulée. Le savoir vivre ensemble dans le respect des uns et des autres pour une cohabitation pacifique est la grande recommandation à tous les citoyens. Les préparatifs de la visite de travail du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lusaka en Zambie vont bon train. Porteur d'un message du chef de l'État congolais auprès de son homologue zambien, le mandataire spécial Serge Tshibangu, accompagné de Madame l'ambassadeur sortant de la RDC auprès de la Zambie, du conseil principal en charge de la diplomatie ainsi que du directeur adjoint de la cellule de communication présidentielle, ont été reçus par le président de la République de Zambie, Hichilema Hakainde, au palais présidentiel. Au cours de cette audience, il a été question de la signature des accords bilatéraux entre les deux pays portant sur la mise en œuvre d'usines qui fabriqueront les batteries pour les voitures du futur. Des accords dits historiques et qui seront formalisés ce vendredi à Lusaka lors d'un tête-à-tête entre Hichilema Hakainde et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel que le précise le conseil principal du chef de l'État au collège de la diplomatie. Avec la diplomatie du développement que prône le chef de l'État, dans ce contexte-là qu'il vient pour renforcer le partenariat et la coopération entre nos deux pays, le bilatéral surtout. Il s'agit d'utiliser les richesses que nous avons de part et d'autre en Zambie et au Congo, et donc les potentialités doivent être exploitées. Alors nos deux présidents ont vu, avant nous, avant beaucoup d'autres pays, ils sentent que nous devons être des leaders, des précurseurs, des pionniers en cette matière des énergies renouvelables. Et vous savez, le futur en matière automobile, c'est les voitures électriques. Et donc, il faut des batteries électriques. Or, nous, on a ces potentialités-là. Considérant que la République démocratique du Congo et la Zambie, État limitrophe, possèdent plus de 70% des réserves mondiales de cobalt et de lithium, minerais, qui rentrent dans la fabrication des véhicules électriques,
Il est ainsi indispensable que les deux États harmonisent leur politique et stratégie de développement. Le Sénat vote ce projet de loi. Je signale que les deux projets de loi seront transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour promulgation. Le débat était houleux à la Chambre haute du Parlement ce jeudi avant le vote de ces deux projets de loi déjà votés en première lecture par la Chambre basse du Parlement. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de la Convention de transfèrement des personnes condamnées entre la Belgique et la RDC, ainsi que le projet de loi portant ratification de la Convention d'entraide judiciaire entre Bruxelles et Kinshasa. C'est le vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux, Amato B. Bayoubassiré, qui a présenté ces deux conventions qui ont été adoptées et votées par la plénière, présidée par le speaker du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Peu avant, le représentant du gouvernement a répondu aux différentes préoccupations soulevées par les élus des élus au cours du débat général sur ces deux projets de loi. Préoccupations qui ont essentiellement gravité autour de la crainte d'évasion des personnes condamnées, les conditions de vie dans les prisons, les respects des droits de l'homme, les infrastructures carcérales et la nature du jugement. L'opportunité et l'intérêt pour la République démocratique du Congo répond à la question de la compétence universelle de la Belgique qui pouvait se permettre d'arrêter et condamner un citoyen congolais partout où il se trouve. Cette convention viendra réduire la compétence universelle de la Belgique, dans la mesure où désormais, pour poursuivre, il faut obtenir l'accord de la RDC pour les infractions qui relèvent de la compétence des autorités judiciaires congolaises et c'est conformément aux dispositions de l'article 1 de la Convention d'entraide judiciaire. En plus, la RDC pourra désormais poursuivre ceux qui auront commis sur notre territoire les infractions telles que le blanchiment des capitaux, le trafic d'organes, le trafic des enfants et qui se seraient retranchés en Belgique. Toutefois, il faut noter que le transfèrement des personnes condamnées dans leur pays d'origine n'est pas automatique. Celui-ci ne peut s'effectuer qu'à la demande de la personne condamnée elle-même. Et le pays à qui la requête est adressée peut, en toute souveraineté, examiner pour autoriser ou pas le transfèrement de tel ou tel autre cas. Surtout en ce qui concerne, par exemple, les... C'est en présentiel et s'est tenue la deuxième session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, à Kinshasa, au collège des hautes études de stratégie et de défense. Ces assises présidées par le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la RDC. Hormis l'examen du rapport de la réunion des experts, plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale, l'opérationnalisation du comité des sages de la CEAC, l'opérationnalisation et le renforcement de la FOMAC, ainsi que des autres instruments de mise en œuvre du COPAX. Enfin, l'arrimage de la FOMAC aux textes fondamentaux de la CEAC. L'ambassadeur Gilberto, président de la commission de la CEAC, a fait savoir que l'organisation a également comme mission la prévention de conflits tout en identifiant les germes de crise susceptibles de se transformer en conflits violents en vue de les prévenir par la voie diplomatique. Les recommandations issues de travaux du segment de chef d'état-major des armées, des commandants en chef de la police, gendarmerie et hauts responsables des ministères des pays membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale seront soumises aux instances supérieures du comité du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. Cette audience avec le gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Kassi, le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a fait savoir qu'il y est allé pour s'enquérir de la situation générale de la province. Oui, nous sommes venus voir le gouverneur de province pour nous enquérir sur la situation générale de la province, parce que comme vous le savez, nous sommes en train d'entamer le travail de l'actualisation de la cartographie opérationnelle pour les élections, afin de pouvoir nous assurer que les électeurs
ne sont pas trop éloignés des centres d'inscription. Mais tout cela, il y a des problèmes de sécurité qui se posent. Et pour bien m'informer, je ne pouvais que venir voir le premier citoyen de la province. Et nous avons eu de bons entretiens par rapport à ça. Un peu avant, Denis Kadima Kazadi a eu une séance de travail avec les démembrements de la CENI de cette province au sein du secrétariat exécutif provincial. Plusieurs sujets ont été évoqués, notamment la sécurité durant les opérations électorales. S'agissant de la nouvelle vision portée par son équipe, le numéro 1 de la centrale électorale reconnaît qu'au sein de la CENI, le personnel est très qualifié, car lui et son équipe placent les ressources humaines au centre de son action pour offrir aux Congolais des élections de qualité en 2023 et reflétant la volonté des électeurs. Denis Kadima Kazadi a dit démarrer un processus de rebranding qui consiste à redorer l'image de l'institution par une gestion parcimonieuse des ressources. Et pour terminer, en ce qui concerne le recrutement des personnels temporaires, Denis Kadima Kazadi a insisté sur la parité homme-femme et a rappelé la vision contenue dans le plan stratégique de la CENI, qui est une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne en République démocratique du Congo. La voix du peuple dans un bâtiment qui crie à sa modernisation du haut de ses plus ou moins 32 ans depuis son occupation par la RTNC Lubumbashi. Vétusté de son outil de travail, absence de quart de reportage IFISO, régie analogique, besoin pressant de la mise en retraite honorifique et rajeunissement de son personnel, absence de personnel soignant, un tableau sombre dressé au ministre de la Communication immédiate par la délégation syndicale. On dirait que nous avons été abandonnés. La visite du porte-parole du gouvernement permet à la tutelle de vivre le quotidien de la RTNC Lubumbashi. Nous savons tous que les personnels dédiés à la télévision publique font un travail considérable dans des conditions qui sont difficiles. J'étais au courant de leurs conditions, mais je tenais à palper des visus et j'ai vu que je suis encore une fois de plus interpellé pour voir dans quelle mesure on pourra donner la réponse. Pour le ministre Patrick Muyaya Katembwe, un plan de modernisation de la RTNC dans l'ensemble du territoire a été déjà entamé il y a quelques jours à Kinshasa. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, le Premier ministre chef du gouvernement s'est déplacé pour la RTNC pour donner ses coups d'envoi à ces programmes de modernisation que nous avons commencé par le changement de l'identité. Eh bien, il y a un volet technique qui est en cours et ces volets techniques concernent aussi, heureusement, la station provinciale du Haut-Katanga. Deuxième station après celle de Kinshasa en termes de personnel et bâtiments, la RTNC Lubumbashi dans le Haut-Katanga attend impatiemment la réalisation du nouveau narratif du ministre de la Communication immédiat, porte-parole du gouvernement. Le patrimoine culturel congolais doit être identifié et protégé à tout prix, même en période de conflits armés. Ainsi, le gouvernement américain et congolais se tiennent main dans la main pour cela. L'appui de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo dans le renforcement des capacités des acteurs de protection est d'une importance capitale. Au total, 25 personnes ont suivi une formation en présentiel et virtuel dont la police nationale congolaise, la Direction générale d'immigration, la DGDA et du comité consultatif national. Son coordonnateur, le professeur Joël Ipara, a fixé les objectifs. Il est important que l'on forme pour que les acteurs au quotidien de la Direction générale d'immigration, de la DGDA, de la police nationale congolaise soient à même d'endiguer le trafic illicite des biens culturels en République démocratique du Congo. Représentant l'ambassadeur amer, Mme Megan Kone, a rassuré le gouvernement congolais quant à la collaboration, surtout en matière de paix. Ces biens culturels représentent le peuple du Congo. C'est pour cette raison que c'est très important pour nous de travailler avec le ministère de la Culture, la CCN, avec la police nationale. Nous pouvons travailler ensemble et faire avancer la protection et la sauvegarde de ces éléments. Le gouvernement congolais, par la bouche du directeur du cabinet de Mme la ministre, le professeur Joseph Ibongo, s'engage à ne ménager aucun effort pour protéger le bien culturel de la République démocratique du Congo. Une approche participative quant à la protection des biens culturels dans notre pays. La protection des biens culturels n'est pas le seul apanage du seul ministère de la Culture et des Arts. En présence du commissaire général adjoint de la PNC et d'autres officiels, les participants ont reçu leur brevet, un moment aussi important et fort qui a marqué la fin de la... Ici, à Masinaray, ville-province Kinshasa, sera érigée une station de pompage d'eau pour irriguer les chantiers agricoles. Ces projets, pilotés par les BCECO, Bureau central de coordination, a un coût estimatif de 17 millions de dollars américains et va durer 24 mois. François Roubota, ministre d'État, ministre du Développement rural, qui s'est rendu sur place, a salué cette initiative. Les perturbations
climatiques qui ont eu lieu n'ont pas tellement permis de contrôler les travaux tels que nous les avions laissés lors de la dernière visite quand nous sommes allés jusqu'à plusieurs kilomètres où les digues étaient déjà tracées. C'est un projet qui date de très longtemps, bien entendu. Il a connu beaucoup de difficultés. C'est un projet de développement du périmètre risicole de Massina, un périmètre qui va nous permettre d'avoir une quantité suffisante de riz qui pourrait être livrée sur le marché local. Tout ça pour faire face aussi aux différentes importations qui nous viennent de beaucoup d'autres pays asiatiques, pourquoi pas européens. Ce projet de développement du périmètre risicole de Massina va permettre de fournir une quantité importante de riz à la population. Au comité de gestion pour présider désormais à la destinée de l'INBTP, l'Institut national des bâtiments et travaux publics. Il est piloté par le professeur Makanzu Imwangana. Il remplace à ce poste le professeur Nanituma Mavakara. Dans cette nouvelle équipe placée à la tête de l'INBTP, le professeur Jean-Pierre Kalala Bangabanga a conservé les charges de secrétaire général académique. Le défi est grand. Il s'agit de mobiliser les ressources humaines pour consolider le système LMD. Concernant l'Institut national du bâtiment et des travaux publics de Kinshasa, est donc nommé directeur général le professeur Makanzu Imwangana, qui est donc nommé directeur général. Je vais lui demander de se lever. L'Institut national des bâtiments et travaux publics est une institution pilote pour la formation. Ukraine, Russie, la farine de blé risque de connaître une rupture. Pour prévenir cette carence, le comité de gestion de l'Université de Kinshasa, à travers le secrétariat général à la recherche, multiplie des réunions et contacts pour que la RDC ne soit pas surprise. Les recteurs de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe et quelques membres de son comité se sont rendus au laboratoire de microbiologie appliquée de nutrition pour rencontrer une dame exceptionnelle, la professeure Marie-Claire Yanjo, à la faculté des sciences, éminente chercheuse sur l'usage multiple du manioc il y a plus de 30 ans. C'est la première fois et c'est vraiment un honneur que de recevoir l'autorité académique dans notre petit laboratoire. Donc pour moi, la création du secrétariat général à la recherche, c'est un plus pour l'université en général. Nous sommes dans un moment où le pays, tout le monde s'inquiète. Qu'est-ce qui va se passer avec la disparition de la farine de blé? Et pourtant, la solution est à la portée, au pied du recteur. Aujourd'hui, je peux dire devant les recteurs que la RDC va gagner avec notre contribution. Le secrétaire général à la recherche, le professeur Dr Antoine Chimpin, a réagi en ces termes. Quand il nous montre les richesses du manioc, et on en a le fruit, voyez-vous, c'est l'essence même de l'université, apporter des solutions à notre communauté. Une importante mise au point a été faite par les recteurs de l'UNIKIN. Elle nous a dit que la solution pour la farine, le manioc, elle est sous le pied du recteur. Soyez sûr d'une chose, le recteur de l'UNIKIN n'écrasera pas cette solution. Il est temps pour les décideurs de la RDC de mettre l'UNIKIN à l'épreuve pour des résultats et réalisations escomptés. Ainsi, l'UNIKIN pourra se confirmer en tant qu'université solution. L'extrait des rôles prévoyait l'audience en interprétation de l'article 21 de la Constitution. Une requête introduite par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poi. Le président de la Cour constitutionnelle et président de la composition Dieudonné Kaloubadibois a rendu la décision de la Cour après s'être déclarée compétente et jugée recevable la requête. Après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente, déclare la requête recevable, dit que l'article 21 alinéa 2 de la Constitution doit être entendu dans le sens qu'un recours ne peut être exercé que s'il est effectivement prévu et organisé par la loi et dans les formes prescrites par celle-ci. Dit par conséquent pour droit qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, aucun recours contre une décision rendue par les juridictions compétentes prévue à l'article 27 de la loi dite électorale n'est admis en matière de contentieux de candidature. Dans sa compétence d'interprétation de la Constitution,
La Cour constitutionnelle participe à l'enracinement de la démocratie et la consolidation nationale d'approvisionnement aux médicaments, PENAM, a réuni les différents acteurs intervenant dans le secteur de production de médicaments en atelier pour examiner les outils de la traçabilité de médicaments et d'autres produits de santé. Tous les partenaires présents à cet atelier sur l'harmonisation des outils ont reconnu que le médicament est un élément important dans le système sanitaire qui demande ou nécessite beaucoup de sévérité, surtout dans la gestion et la qualité. L'atelier que nous avons organisé aujourd'hui est un atelier au cours duquel nous avons planché sur un outil qui nous permet de faire ce que nous appelons la traçabilité de médicaments, d'évaluer la qualité de la gestion, mais également d'évaluer la qualité de transactions. Ce projet financé par l'Organisation des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, a également permis la maîtrise de la traçabilité de médicaments, l'évaluation de la qualité de la gestion et également la qualité de la transaction. Que nous puissions améliorer la qualité des données sur la chaîne d'approvisionnement. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas de données de qualité sur la chaîne d'approvisionnement, nous aurons d'énormes difficultés pour la prise en charge des malades. Les participants à cet atelier vont à leur tour permettre leur expertise au profit des acteurs œuvrant en province et des différentes zones de santé disséminées sur toute l'étendue du territoire national. Atelier de formation de 48 heures destiné aux autorités politico-administratives vise l'amélioration des connaissances des participants sur la responsabilité de l'État en matière de protection internationale de réfugiés. Eric Cointo revient sur la mission dévolue au HCR. Le HCR a une mission de protection et d'assistance pour les réfugiés, les personnes déplacées internes, les apatrides, les retournés. Dans ses allocutions d'ouverture et de clôture, le ministre provincial des Affaires sociales, Chrysostome Bandazoa, agissant au nom de l'autorité provinciale empêchée, a réaffirmé l'accompagnement du gouvernement provincial du Haut-Ouélé à la réussite de la mission du HCR. Nous avons eu à partager plusieurs thématiques. Nous avons des propositions de résolution. Nous attendons qu'elles nous soient partagées de sorte que nous transmettions à qui des droits et que chacun de nous puisse jouer sa partition. Sentiment de satisfaction pour l'honorable Médard Liki de Faradj. Les impressions sont bonnes et ça prouve à suffisance que la population de territoire de Faradj effectivement a à son temps ou encore a bien accueilli le réfugié sud-soudanais. Mais aujourd'hui, c'était aussi une manière pour le HCR de vendre ce qu'il est en train de faire dans le territoire de Faradj. Une photo de famille a immortalisé cet atelier qui s'est déroulé dans une ambiance bon enfant. De l'Union pour la démocratie et le progrès social vient d'éprouver à nouveau sa capacité de mobilisation et sa gestion rationnelle des ressources humaines. Le choix du professeur André Mbata en remplacement de Jean-Marc Kabounda Kabound devait réunifier toutes les tendances du parti et les partenaires politiques de l'Union sacrée. Le mercredi 27 avril, la salle des congrès du Palais du Peuple était bondée du monde, composée essentiellement des combattants de l'IDPS venus témoigner leur soutien à leur candidat et au secrétaire général du parti, Augustin Kaboué, qui mène la bataille en tête. Toutes les têtes passantes du parti ont aussi marqué leur présence à côté du secrétaire général pour faire triompher la suprématie des intérêts du parti sur les intérêts individuels. C'était aussi l'occasion de tester la solidité de la majorité autour du chef de l'État. Les scores réalisés, 402 voix pour en est une parfaite illustration. Au niveau du parti, nous avons réussi à démontrer une certaine discipline avec une candidature unique. Quels que soient les clivages et peut-être la démocratie au sein du grand groupe de la majorité de l'Union sacrée, mais aussi avec les députés de l'opposition, notre candidat a remporté un très bon score. Il y a un renouveau, ça nous a permis de présenter un nouveau type de notre personnel, de nos ressources humaines, un professeur d'université très intelligent et très prolixe. L'élection de André Mbata au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale vient resserrer les rangs au sein du parti présidentiel et à l'Union sacrée de la... Pour ses détracteurs, il n'est que le fils de son père. Étienne Tshisekedi était l'opposant historique. Mais celui que l'on surnomme Fachi a su lui aussi mener sa carrière politique.
D'abord, dans l'ombre de son père, au sein du parti que le patriarche crée en 1982, l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Félix Tshisekedi y sera nommé fin 2008 secrétaire national chargé de l'extérieur. En novembre 2011, il est élu député, mais ne siégera jamais à l'Assemblée, suivant le mot d'ordre de son père pour protester contre la réélection contestée de Joseph Kabila. En octobre 2016, il est nommé secrétaire général adjoint de l'UDPS. 2016, l'année où Joseph Kabila reporte l'élection présidentielle et prolonge son mandat. Un report qui cristallise les tensions dans le pays. Alors que la situation est très tendue, des négociations sont entamées avec le camp Kabila. C'est Étienne Tshisekedi qui représente son parti avec son fils Félix à ses côtés. Des négociations arbitrées par l'Église catholique et qui aboutissent aux accords de la Saint-Sylvestre signés le 31 décembre 2016. Dans le cadre de l'accord, le nom de Félix Tshisekedi circule pour la première fois pour le poste de Premier ministre, un poste qu'il n'occupera finalement pas. En mars 2018, un an après la mort de son père, il prend la tête du parti et l'UDPS le désigne candidat à l'élection présidentielle de 2018. Alors qu'il s'était engagé à se rallier au candidat unique de l'opposition, Martin Fayulu, il a finalement fait volte-face, épaulé par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Félix Tshisekedi le répète souvent, il ne cherche pas à rivaliser avec l'aura de son père. Étienne Tshisekedi, l'un des plus emblématiques opposants du pays, n'aura lui jamais été président. Mais maintenant que son fils le devient, il pourra peut-être enfin être inhumé dans son pays. Son corps se trouve toujours dans une morgue à Bruxelles.